Toujours dans l'abdomen. Aujourd'hui, on va étudier le côlon. Comme vous pouvez voir là, on a, par exemple, là, on peut bien voir le côlon ascendant qui est à droite et le côlon descendant qui est à gauche et qui sont, comme vous pouvez voir là, qui sont derrière le péritoine, comme pour les reins, pour l'appareil urinaire. C'est-à-dire, ça, ils sont des organes qui sont rétropéritonéaux. Alors qu'on va voir les autres parties du côlon, on va les voir. Ils sont intrapéritonéaux, alors que le rectum, comme vous pouvez le voir, on va voir qu'une partie, elle va être rétropéritonéale et une partie qui va être extrapéritonéale, c'est-à-dire en dehors complètement du péritoine, on va étudier tout ça. Alors, comme d'habitude, pour arriver au côlon, on doit cacher le péritoine pariétal qui touche la paroi abdominale. Et puis, on est arrivé au péritoine viscéral qui touche, comme son nom l'indique, les viscères. On doit le cacher. Par la suite, on est dans ce qu'on appelle les misentères, c'est-à-dire les replis de péritoine. Par exemple, au niveau de l'estomac, ces replis-là s'appellent les omentum. Au niveau du côlon, on va voir surtout les côlons qui sont intrapéritonéaux, sont appelés les mésocolons, soit le mésocolon transverse alors je vais cacher ça, ça appartient toujours au grand omentum. Voilà. Alors, on a dit que le côlon transverse, c'est un organe intrapéritonéal. Voilà, à l'inverse de ascendant et descendant. Sinon, voilà, on va détailler tout ça. Sinon, voilà, je vais cacher le mésocolon transverse. Et ici, on a également au niveau de quel côlon? Au niveau du côlon sigmoïde. Juste ici, au niveau de côlon sigmoïde, là, on a aussi un repli du péritoine qui s'appelle le mésocolon sigmoïde, tout simplement. Alors, je vais cacher le reste de péritoine. Comme vous pouvez voir, voilà le côlon sigmoïde, comme vous pouvez le voir. Et ça, ils sont rétropéritonéaux. Ça, c'est intrapéritonéal. Et on va voir le sécum aussi, c'est intrapéritonéal. Avec l'appendice, bien entendu. Alors, sinon, voilà, on est arrivé à notre côlon. Comme vous pouvez voir là, il forme un cadre qui entoure le petit intestin. Voilà. L'intestin grêle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'intestin grêle qui débute au niveau de l'estomac par le duodénum. Le duodénum, ça appartient à l'intestin grêle. On l'a déjà étudié. Alors, pour voir, j'atténue ça. Voilà ça, c'est quoi? C'est le duodénum, comme vous pouvez voir là. Et puis par la suite, on a le jejunum. Voilà, qui fait suite à notre duodénum, comme vous pouvez voir. Et par la suite, après le jejunum, on a l'ilium. Et l'ilium, comme vous pouvez voir là, elle va se terminer dans le côlon, surtout un sac une poche qui s'appelle le sécum. Aujourd'hui, on va étudier ça. On va étudier le début du côlon et quelques généralités concernant le côlon, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont similaires pour ce cadre-là, pour ces cadres, c'est-à-dire toutes les parties du côlon. On a dit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier le sécum avec l'appendice parce que ils sont bien entendu inséparables comme vous pouvez le voir. Et l'appendice, c'est un petit diverticule qui, voilà, on n'a pas grand-chose à dire concernant l'appendice, c'est-à-dire on doit l'étudier avec le sécum, avec lequel est attaché. Alors si j'atténue, on peut bien voir que voilà, l'appendice, il va sortir par un orifice de sécom, comme vous pouvez voir là. Le sécom, il va avoir, vous pouvez le deviner, deux orifices. Un pour quoi? Pour l'appendice, comme vous pouvez voir là. Un pour l'appendice et un autre qui est pour l'ilium parce que, voilà, ça c'est l'entrée de l'ilium. Alors c'est quoi ça? On va l'étudier plus tard. Ce sont des bandelettes. On va les trouver tout au long du côlon, sauf au niveau du rectum et du canal anal, bien entendu. Sinon, alors voilà, on va étudier tout ça par la suite, on va détailler ces bandelettes-là. Ce qu'il faut retenir, est-ce qu'on peut voir sur ce modèle-là, je peux cacher là pour voir que, voilà, on a l'entrée de l'hélium, comme vous pouvez voir, l'entrée de l'hélium. Et on a la sortie de quoi? La sortie de l'appendice. Voilà notre appendice, très petit ici comme vous pouvez voir là, et qui est un organe non pas comme la rate, c'est pas un organe digestif, non, il va pas sur une fonction digestive, non, mais elle est là, c'est un organe qui est lymphoïde et n'est pas très important, c'est-à-dire on peut vivre sans une appendice lorsqu'on a une appendice par exemple. Alors
Sinon, pour le sécom que je viens de cacher, lui, oui, c'est un organe qui est, bien entendu, qui est un organe qui est digestif. Voilà, qui est digestif, c'est la première portion de côlon. Voilà, la première portion de côlon, c'est celle-là. Vous pouvez bien voir cette valve-là, c'est la valve iliocécale, voilà, qui va inhiber, on peut dire, le retour des selles, voilà, vers quoi? Vers l'intestin grêle, voilà. Ça, c'est la valve iliocécale, comme son nom l'indique, comme son nom l'indique, entre le sécam et l'hélium, c'est l'entrée de l'hélium. Pour par la suite, on va trouver quoi? On va trouver par la suite, je vais cacher là, l'intestin grêle pour bien voir le gros intestin. Voilà, le gros intestin avec la première partie, c'est le sécam et l'appendice. C'est ce qu'on appelle le cycloappendice. Et on a par la suite le côlon droit ou bien le côlon ascendant. Voilà, et les rétropéritonéales, alors que le sécom et l'appendice, elles sont les deux, on va voir, elles sont intrapéritonéaux et ils ont un musocolon propre à chacun. On a musocolon appendiculaire et musocolon de sécom. Pour les côlons, comme vous pouvez voir là, ascendant et descendant, ils vont passer en arrière. Comme vous pouvez voir là, ils vont passer en arrière, alors que les autres sont en avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont rétropéritonéaux, ces deux, on va détailler ça. Alors, comme vous pouvez voir là, voilà, le côlon transverse, il est en avant parce que c'est un organe intrapéritonéal. Voilà, à l'inverse de côlon ascendant et de côlon descendant. Sinon, voilà, par la suite, on va trouver, voilà, ça c'est l'angle, rappelez-vous, on a entre le côlon droit et le côlon transverse, on a un angle là qui s'appelle l'angle droit, l'angle colique droit tout simplement. Et par la suite, entre le côlon transverse et le côlon descendant cette fois-ci, ou bien le côlon gauche tout simplement, on a un angle colique, c'est l'angle colique gauche. Ça s'appelle l'angle colique hépatique parce qu'il répond ici au foie. Et là, on va trouver quoi? Là, rappelez-vous, on va trouver la rate. Voilà, comme ça. Là, on va trouver l'angle colique droit, on va trouver le foie. Et là, dans l'angle colique gauche, on va trouver la rate, tout simplement. Par la suite, on a la fin, on peut dire, de notre côlon, c'est le côlon sigmoïde. Pourquoi parce il va décrire un trajet en sigma. Voilà. C'est pour ça qu'ils appellent le côlon sigmoïde. Et c'est un organe qui est intrapéritonéal. Voilà. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir là, il va passer en avant. Il va passer en avant ici. Voilà, il va passer en avant le côlon sigmoïde. Et par la suite, la dernière portion de côlon, c'est quoi? C'est celle-là. C'est le rectum qui va finir par la suite par le canal anal. Voilà le rectum qui est une partie, il va être intra-abdominal, une partie qui va être pelvienne. On va voir ce temps. Par la suite, on a le canal anal qui est purement pelvien. Voilà, qui est purement pelvien. Voilà le canal anal qui va s'ouvrir par l'anus. Il va s'ouvrir par l'anus pour laisser passage, comme vous pouvez voir là, au sel, tout simplement. Voilà, le rectum, et c'est pour bien voir le rectum, on va prendre des vues qui sont sagittales. Voilà, ça c'est le côlon sigmoïde, comme vous pouvez voir là. Et là, c'est quoi ça? C'est quoi ça au centre? Parce que c'est un organe qui est médian, qui est au centre. Voilà. Et une partie qui est abdominale, une partie qui est pelvienne, avec les organes génitaux et les organes urinaires. Ça, c'est par exemple chez la femme. Voilà, on va trouver quoi? On va trouver le rectum par la suite. Le canal anal, c'est par la suite l'ouverture de l'anus. Il va s'ouvrir dans la peau et on va étudier tout ça. Et on va détailler le sécum et l'appendice. Par la suite, on va détailler le rectum et le canal anal. Et en détaillant le rectum et le canal anal, on va étudier le pelvis et le périnée qui sont séparés, on va voir par le diaphragme pelvien. Alors, on va étudier le diaphragme pelvien, le périnée et toutes on peut dire les détails. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va étudier les rapports du rectum et du canal anal, ça va paraître difficile si on connaît pas les principes, on peut dire, du pelvis et du périnée parce que, comme vous pouvez voir là, ce sont des organes qui ne sont pas juste dans l'abdomen, mais sont aussi dans le pelvis et aussi le périnée, par exemple pour le canal anal. Alors là, rappelez-vous, dans l'abdomen, on a quoi dans l'abdomen? On a la peau, puis sur la peau, va trouver la graisse cutanée, tout simplement. Et puis par la suite, on va trouver quoi? Par la suite, on va trouver les trois muscles. Voilà, ça c'est la peau, ça c'est la graisse ici en jaune, puis les trois muscles de l'abdomen, oblique externe, oblique interne et transverse. Par la suite, en face, c'est ce qui s'appelle le fascia transversalis, tout simplement, parce que il est sous le muscle transverse. Par la suite, on a une graisse qui s'appelle la graisse extrapéritonéale. Puis on va trouver quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est le péritonéum pariétal, tout simplement.
par la suite, après le péritoine pariétal, on va trouver là le péritoine viscéral et les viscères, tout simplement. Alors ça, c'est un rappel très important parce que on va le voir dans les rapports. Alors, un rappel, on a quoi? On a dit, voilà la paroi abdominale formée par bien entendu les muscles, la graisse et la peau tout simplement. Et par la suite, on a quoi? On a sous la graisse extra-péritonéale, on va trouver le péritoine, qui est le péritoine là, en rouge, et le péritoine pariétal. Pourquoi? Parce qu'il va tapisser les parois qu'on peut voir là. Voilà, ici le péritoine pariétal. Et par la suite, ce péritoine là, il va se réfléchir pour par la suite entourer les organes. Par la suite, voilà, par exemple là, les organes intra-péritonéaux sont entourés par leur face antérieure, leur face postérieure, alors que les organes rétropéritonéaux sont entourés juste sur au niveau de leur face antérieure, alors que la face postérieure, elle est libre, elle est en rapport avec la paroi abdominale. Et on a des organes qui sont des organes extrapéritonéaux, on va voir pour le rectum et pour le canal anal, qui sont pas entourés du tout par le péritoine, ni sur face antérieure, ni postérieure. Sinon, pour les organes qui sont intrapéritonéaux, ils vont être mobiles. Ils vont être mobiles, pourquoi? Parce que voilà leur forme, on peut les mobiliser, alors que les organes qui sont rétropéritonéaux, ils vont être fixes. Voilà, comme un scotch, on a dit, comme un scotch qui va fixer l'organe rétropéritonéal. Alors, par exemple, alors rappelez-vous, on a vu le côlon, quel côlon? Le côlon transverse et le côlon sigmoïde et le sait comme l'appendice, et sont des organes qu'on a dit qui sont des organes qui sont intrapéritonéaux, c'est-à-dire ils sont mobiles, tout simplement. Alors que le côlon ascendant et le côlon descendant, ou bien le côlon droit et le côlon gauche, ils sont des organes qui sont rétropéritonéaux, sont derrière par rapport au sein, voilà, ils sont derrière, et aussi que le rectum, on va voir qu'une partie il va être abdominal et recouvert sur la face antérieure par le péritoine, c'est la partie rétropéritonéale, et une partie qui va être dans le pelvis, et puis dans le périnée, c'est la partie qui est extrapéritonéale, c'est-à-dire en dehors complètement du péritoine et de l'abdomen. Alors, on a dit qu'on a des choses qui sont en commun au niveau de tout ce cadre-là, au niveau de ces câbles de pendice, le côlon ascendant, transverse, le côlon descendant, et puis le rectum et le canal anal. Les choses qui sont en commun, on peut dire, c'est la configuration externe, la configuration interne, la vascularisation, l'énervation. Voilà. Alors, pour la configuration externe que vous pouvez voir là, on a quoi? On a trois choses. On a trois caractéristiques, on peut dire, du côlon. Voilà, du côlon de gros intestin. Voilà. On a quoi? On a tout d'abord, comme vous pouvez voir là, on a de la graisse ici. On a de la graisse qui s'appelle tout simplement tout ça. Tout ça s'appelle les appendices, parce que ce sont des verticules, comme vous pouvez voir là, des appendices épiploïques, tout simplement. On va les trouver partout, de le côlon ascendant, dans le côlon transverse, le côlon descendant, sauf ce qu'on va étudier, sauf les deux extrémités. C'est-à-dire, sauf le sécom, l'appendice, on va pas trouver cette graisse-là, on va pas trouver les appendices épiploïques au niveau du sécom et de l'appendice, et on va pas les trouver au niveau du rectum et du canal anal. Voilà, les deux extrémités, on n'a pas ces trucs-là. Par la suite, la deuxième caractéristique du gros intestin, c'est celle-là. C'est celle-là. Ce qu'on vient de voir, c'est celle-là. C'est la bandelette qu'on veut voir là. La bandelette longitudinale. C'est quoi la bandelette longitudinale? C'est tout simplement, on va voir pour la configuration interne. C'est l'épaississement de la couche musculaire longitudinale, tout simplement. Voilà, on va la trouver partout, c'est-à-dire au niveau de séquent, au niveau de côlon ascendant, au niveau de côlon transverse, au niveau de côlon descendant, au niveau de côlon sigmoïde, sauf le rectum et le canal anal. On n'a pas cette musculature-là, on n'a pas cette bandelette longitudinale. Alors, par la suite, on a quoi? On a ce qu'on appelle les bossulures ou bien les ostrations. Les ostrations, ce sont celles-là. Voilà, celle-là et celle-là et celle-là. Elles sont partout, sauf, c'est-à-dire elles sont au niveau, comme vous pouvez voir là, puisque on a ici, on a au niveau de ces câbles, on va trouver les bandelettes longitudinales, on va trouver ces ostrations. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces ostrations-là sont faites par ces bandelettes-là, par ces bandelettes. Pourquoi? Parce que ces bandelettes sont plus courtes que la longueur du côlon, la longueur réelle du côlon. C'est-à-dire, elles vont, on peut dire, rétrécir le côlon en réalisant ces ostrations-là, ces poches, on peut dire. Voilà. C'est-à-dire, elles sont partout. Lorsqu'on va trouver une bandelette longitudinale, on va trouver avec elle les ostrations. Sauf au niveau, vous pouvez le deviner, au niveau du rectum et du canal anal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces bandelettes, c'est-à-dire, on n'a pas,
On va trouver pas ces illustrations. Alors, on résume. Alors, les caractéristiques, on peut dire, de la configuration externe, c'est qu'on va trouver on va trouver quoi? On va trouver cette graisse qui s'appelle tout simplement les appendices épipéliques au niveau du sigmoïde. Alors, on va débuter là. Au niveau du côlon ascendant, au niveau du côlon transverse, au niveau du côlon descendant, au niveau du sigmoïde. Sauf au niveau de deux extrémités. On n'a pas de cette graisse. Au niveau de c'est comme appendice, canal anal et le rectum, on n'a pas cette graisse. Et par la suite, on a vu que on a une condensation des muscles longitudinaux en formant ce qu'on appelle une bandelette musculaire, comme vous pouvez voir là. Cette bandelette-là, elle va former des poches, parce qu'elle est plus courte que la longueur réelle du côlon. C'est-à-dire, on va trouver des ostracions qui sont partout, sauf au niveau de l'extrémité terminale, c'est-à-dire au niveau du rectum et au niveau du canal anal. C'est-à-dire, on va la trouver également au niveau de ces camps. Alors pour la configuration interne, elle est commune sur toute la longueur du côlon, c'est-à-dire même l'appendice qui est très très petit, il a cette forme-là à l'intérieur, il a trois couches. C'est-à-dire au niveau de l'appendice, au niveau du rectum, au niveau du canal anal, partout, au niveau de, bien entendu, le sécum, etc. C'est-à-dire tout le côlon, il a cette forme-là, cette configuration interne. Si on va couper, on va trouver ça. Même chose. On va trouver de l'extérieur à l'intérieur tout simplement la séreuse qui est tout simplement le péritoine viscéral. Par la suite, on va trouver la couche musculaire formée par deux muscles extérieurs toujours. La couche extérieure, ce sont des muscles longitudinaux et la musculeuse interne, ce sont des muscles qui sont circulaires tout simplement. Par la suite, on va trouver la muqueuse et la sous-muqueuse tout simplement. Et la muqueuse, elle est en contact avec la lumière du côlon tout simplement. On va trouver surtout la constitution là des selles. Ici, une particularité au niveau de l'appendice, c'est qu'au niveau de sa muqueuse, on va trouver des follicules lymphoïdes qui vont assurer la fonction immunitaire de cet organe de l'appendice. Alors, on a dit, bien entendu, qu'on a dans le côlon, on a des côlons, une partie qui est rétropéritonéale, c'est le côlon ascendant et le côlon descendant, sans oublier le rectum. Une partie, elle va être rétropéritonéale qui est intra-abdominale. Une partie, elle va être extrapéritonéale. Pourquoi? Parce qu'elle va être pelvienne. Sans oublier que le canal anal, bien entendu, c'est extra-péritonéal parce qu'elle est dans le périnée, surtout. Alors, par la suite, on a parlé également des organes qui sont intrapéritonéaux. On a le côlon transverse, on a le côlon sigmoïde, on a le côlon, bien entendu, le sécum et l'appendice. Et là, on va trouver ce qu'on appelle le mésentère. Voilà, mésocôlon, bien entendu. Sinon, alors là, elles vont être mobiles. Et là, les autres parties qui sont rétropéritonéales vont être fixes. Pourquoi? Parce que c'est comme un scotch qu'on va fixer sur un mur, comme vous pouvez le voir. Alors là, on peut le manipuler. Là, on peut le manipuler, c'est-à-dire, il est mobile. Les côlons qui sont, on peut dire, mobiles, intrapéritonéaux, on va trouver des mésocôlons transverses, comme ça. Et on va trouver pour l'intestin, on va trouver mésocôlon, ou bien mésentère pour l'intestin. Pour les sigmoïdes, on va trouver quoi? On va trouver mésosigmoïde. Et pour, on a dit l'appendice l'appendice et le sécum, on a aussi un mésocôlon pour l'appendice et pour le sécum. Et on a dit que les organes qui sont rétropéritonéaux, on a quoi? On a là, bien entendu, ça c'est le duodénum, et le pancréas qui est enlevé, voilà. Et on a le côlon, quel côlon? Le côlon ascendant et le côlon descendant. C'est-à-dire que, on va avoir un accoulement à la paroi abdominale en arrière par des fascias au niveau, la fascia de Treitz. Pourquoi? Ça c'est le pancréas qui est entouré par le duodénum, fascia de Treitz, comme vous pouvez voir là. Et fascia de Dolt gauche pour le côlon gauche et fascia de Dolt droit pour le côlon droit ici en arrière et ici en arrière. Là en arrière c'est le fascia de Treitz, comme vous pouvez voir là, le fascia de Treitz. Alors voilà une autre fois ce qu'on vient de dire. On a dit que le pancréas qui est entouré par le duodénum sont des organes qui sont rétropéritonéaux, c'est-à-dire on va trouver un fascia de Treitz. Et on a dit également pour le côlon ascendant et descendant, on va trouver fascia de Dolt gauche, fascia de Dolt droit. Alors voilà, on peut voir là, ça c'est le pancréas, ça c'est le duodénum, ça c'est le fascia de Treitz. On va trouver au niveau de côlon ascendant descendant, le fascia de Dolt gauche, fascia de Dolt droit. Le même principe, c'est un accoulement à la paroi abdominale. Tout simplement, c'est pourquoi qu'ils sont des organes fixes, alors que les organes intrapéritonéaux comme l'estomac, comme le côlon transverse, l'intestin grêle, sont des organes qui sont mobiles. Alors ça, ce sont les organes mobiles, comme vous pouvez voir là.
c'est quoi? C'est le mésocolon transverse pour le colon transverse. On a le mésentère pour l'intestin grêle. On a le sigmoïde pour le colon sigmoïde. Voilà. Et on va trouver ça pour voir détailler l'ossicum et l'appendice. Alors voilà là, comme vous pouvez voir là, on a présenté le appendice pour l'appendice et le mésocécum pour l'ossicum tout simplement. C'est-à-dire, ils sont des organes comme celle-là et comme celle-là, qui sont des organes mobiles. Voilà, le mésocécum et le mésoappendice. Les autres choses en commun, c'est la vascularisation et l'énervation. Pour la vascularisation artérielle, c'est très très facile. Rappelez-vous, on a l'aorte. Elle va donner quoi en haut? Elle va donner l'artère mésentérique supérieure. Et en bas, elle va donner l'artère mésentérique inférieure. Et plus en haut, c'est le tronc ciliaire qui va vasculariser le foie, le pancréas, le duodénum et bien entendu, l'estomac. Voilà, la rate. Mais voilà, il faut pas oublier que en bas, on va trouver le côlon et l'intestin grêle qui sont vascularisés par par l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. En fait, on a deux moitiés, on peut dire, on peut diviser le côlon en deux moitiés. On a une moitié qui est le début du côlon et la fin du côlon. Le début, rappelez-vous, c'est par l'iléum. Voilà, ici on a coupé les lions pour voir ça, parce que ça, ils sont cachés par l'intestin grêle. On a coupé tout l'intestin grêle, on a laissé que l'extrémité de l'élion. Voilà, ça c'est comme ça c'est l'appendice. Ici on peut comme vous pouvez voir là par le mésentère, par le mésocolon, on a coupé le mésocolon pour bien voir. Ça c'est par exemple le mésotransverse. Sinon, on a quoi là? Alors, on a le début de séquence, par là, c'est le début de côlon. C'est-à-dire, côté droit, c'est le début de côlon. Par le séquence, l'appendice, et par le côlon ascendant qui est rétropéritonéal, ou bien le côlon droit, la même chose. Et par la suite, on a la moitié droite de quoi? De côlon transverse. Alors, tout ça va être vascularisé par ça, par l'artère mésentérique supérieure, tout simplement. Voilà, on va voir ça, il va donner des branches, comme vous pouvez voir là, pour la vascularisation de cette moitié. Surtout, on va voir la vascularisation de séquence et de l'appendice qui sont faites, comme vous pouvez le voir, par l'artère mésentérique supérieure, tout simplement. Par la suite, la moitié, c'est-à-dire la moitié terminale, la deuxième moitié qui est terminale, qui se termine par le rectum, là, on va trouver, bien entendu, l'autre moitié, la moitié gauche du côlon transverse. Par la suite, le côlon descendant, ou bien le côlon gauche, c'est la même chose, qui est rétropéritonéal. Par la suite, le côlon sigmoïde, qui est intrapéritonéal. Voilà, tout ça, c'est le côlon sigmoïde, comme vous pouvez voir là, tout ça. Et par la suite, on a quoi? On a le rectum, tout ça, c'est le rectum, et puis le canal anal. Tout ça, c'est la moitié gauche du côlon. Elle va être vascularisée par quoi? Par l'artère mésentérique inférieure. Voilà, elle va vasculariser, on va détailler pour le rectum et le canal. La vascularisation du rectum et du canal est assurée surtout par, on va voir, l'artère mésentérique inférieure. Voilà la même chose là, on va trouver cette artère mésentérique inférieure qui va s'occuper de cette moitié, la moitié gauche. Et pour le retour veineux, le même principe. Rappelez-vous, on a la veine porte. La veine porte, c'est quoi? C'est la réunion de la veine mésentérique supérieure et le tronc splénomésaréique. C'est quoi le tronc splénomésaréique? C'est tout simplement la veine. Quelle veine? La veine, ça c'est la rate. La veine splénique qui est cachée ici par la queue du pancréas. Voilà. Et par la suite, on a en bas quoi ça? C'est la veine mésentérique inférieure. La même chose ici. Le retour veineux de la moitié droite c'est-à-dire le sec comme l'appendice et le côlon ascendant, la moitié droite du côlon transverse se fait par quelle veine? Voilà. Se fait par la veine mésentérique supérieure. Par la suite, l'autre moitié, c'est-à-dire le rectum, le canal anal, le rectum, le côlon sigmoïde, le côlon descendant et la moitié gauche du côlon transverse se fait par, vous pouvez le voir ici, se fait par la veine mésentérique inférieure, tout simplement, qui va rejoindre, on a dit, la veine splénique, par la suite, pour former le tronc splénomésaréique, qui va former avec la veine mésentérique supérieure, ce qu'on appelle le tronc porte. Le tronc porte, elle va entrer, comme vous pouvez voir là, dans le foie. Alors, pour le retour lymphatique, la même chose. On a des règles, on peut dire, qui sont communes pour tout le côlon.
Ce qu'il faut retenir, c'est que on va voir par exemple là le début et la fin tout simplement. Alors le début surtout, le retour lymphatique se fait par ce qu'on appelle les lymphonodes, voilà, mésentériques supérieurs et des lymphonodes mésentériques inférieurs, c'est-à-dire le même principe. Là, cette moitié là se fait dans ça c'est l'artère mésentérique supérieure, elle est accompagnée par des lymphonodes mésentériques supérieurs tout simplement, et la moitié gauche se fait dans l'artère mésentérique inférieure, c'est-à-dire les lymphonodes mésentériques inférieurs tout simplement. Et on va voir ça, on va détailler pour le rectum et le canal anal. On a une particularité, on ajoute des lymphonodes iliaques et des lymphonodes inguinaux, tout simplement. Finalement, pour l'énervation, la même chose. La règle, c'est très très simple. Rappelez-vous, on a vu le tronc, ou bien on a vu bien entendu le plexus cœliaque, le plexus mésentérique supérieur et le plexus mésentérique inférieur. On a vu tout ça. C'est-à-dire, on a quoi? On a l'énervation, elle est assurée soit par le plexus, soit par le plexus mésentérique inférieur ou bien par le plexus mésentérique supérieur tout simplement. Voilà, c'est assez simple que ça. Et on ajoute, bien entendu, ici on va pour le rectum, surtout le rectum et le canal anal, on ajoute le plexus hypogastrique, le voici, le plexus hypogastrique supérieur et deux plexus hypogastriques inférieurs. Deux plexus hypogastriques inférieurs, tout simplement, ou bien ce qu'on appelle tout simplement le plexus hypogastrique, c'est-à-dire supérieur et inférieur. C'est-à-dire le même principe, on a la moitié droite, elle va être énervée par le plexus mésentérique supérieur, la moitié gauche par le plexus mésentérique inférieur, et au niveau du rectum et canal anal, on ajoute le plexus hypogastrique supérieur et deux inférieurs.